Ça, c'est une pub de cola à la fin des années 1800. Il s'explique, tu devras acheter du cola parce que c'est délicieux, c'est rafraîchissant, ça coûte 3 centimes et que ça soulage la fatigue. Comparez cela à la pub de Pepsi en 2017 qui ne fournit aucune information sur ce que Pepsi est ni pourquoi vous devriez en boire. À la place, elle recherche à évoquer des réponses émotionnelles chez vous. Eh bien, vous êtes le spectateur. Qu'est-ce qui a changé entre 1800 et 2017? Eh bien, Bernays était né. Alors qu'aucun homme ne peut prétendre au mérite de la publicité américaine, Edward Bernays mérite beaucoup plus que d'autres. Considéré comme étant le père fondateur de la propagande politique et industrielle, il a mis en place de célèbres techniques de manipulation de l'opinion, avec des méthodes qui brouillent entre une publicité efficace et un véritable lavage de cerveau. Dans son CV, il y a marqué, excusez-moi, j'ai orchestré l'entrée en guerre des États-Unis, la Première Guerre mondiale. Je suis la cause principale du fait que les femmes fument. J'ai créé le concept du petit déjeuner. J'ai été à l'origine d'un coup d'État au Guatemala. Si vous demandez pourquoi j'ai son CV, bon, je vous dirai que c'est pour des raisons confidentielles. En tout cas, on va traiter tous ces points que je viens de citer. Ces 4 points seront traités dans les minutes qui suivent. Alors, si vous êtes marketeur, président d'une république, prophète, extraterrestre ou humain, vous êtes sur la bonne vidéo. Nous allons ensemble découvrir la manipulation de masse ou l'histoire du père de la manipulation de masse, Edward Bernays. On commence tout de suite après le jingle. Bon, je n'ai pas de jingle, mais j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. On commence. Pardon. Edward Bernays n'est pas né en 1888. Il n'est pas né en 1889. Il n'est pas né en 1890. Il est né en 1890 à Vienne, en Autriche. Une année après sa naissance, son père déménagea à Manhattan, à New York, pour travailler à la New York Exchange, New York Produce Exchange. Yes, my English is not good. Un an plus tard, en 1892, son père fit venir toute la famille à New York, où Edward allait grandir. En 1912, Edward Edward Bernays fut diplômé d'un diplôme d'agriculture à l'université de Cornell. Il prit ce diplôme d'agriculture et commença à travailler en tant que journaliste. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec un diplôme d'agriculture? Vous voulez qu'il fasse quoi avec cela? Ah bon, il était passionné par l'agriculture? Non, il était passionné par le journalisme. Okay. Il a d'abord travaillé à la National Nurseryman, destinée aux fournisseurs de pépiniéristes. Ouais, c'est ça. Ensuite, il rejoint son père à la New York Product Exchange, puis il est allé à Paris. Je ne sais pas ce qu'il a fait à Paris, j'en ai aucune idée. Et un an plus tard, dans la même année, en décembre 1892, il est de retour à New York. De retour dans sa ville natale, il discute avec un de ses copains appelé Fred Robinson et il prit un travail en tant que co-rédacteur en chef d'une publication au nom particulièrement bizarre. Écoutez le nom. Non, je pourrais pas, laissez-moi dire. The Medical Review of Review and Dietetic and Hygienic Gazette. Je recommence. The Medical Review of Reviews and Dietetic and Hygienics Gazette. Bon, si je prononce mal, vous allez me corriger. J'ai fait de mon mieux. Mais qui nomme son entreprise comme ça, sérieusement? Vous n'avez pas trouvé un nom plus cool? Un nom comme, je sais pas moi, Google, Facebook, Cornab. Un nom simple. Tout le monde s'en souvient. Pendant ce temps, Fred Robinson et Edward ont coproduit une pièce de théâtre appelée Damage Goods. C'est une production d'une Française. Oh putain. D'un Français. C'est une reproduction. En fait, c'est une production qui a été déjà faite par une Française et ils ont reproduit la pièce de théâtre. C'est appelé c'est Les Avariés. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas du tout. Les Avariés d'Eugène Brieux. Edouard Bernays décrivait cette expérience comme étant une pièce de propagande pour promouvoir l'éducation sexuelle. Ah bon, moi, j'ai pas vu la pièce. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas vu la pièce de théâtre. Je ne peux pas donner de commentaires. Bernays dit que ça promeut, oh putain, ça promeut l'éducation sexuelle. C'est Bernays qui le dit. On dit que grâce à leur détermination, Bernays et Fred Robinson vont attirer l'attention des familles réputées comme les Vanderbilts, les Roosevelt et Rockefeller.
Oh putain, Rockefeller. Bon, peut-être un sujet pour une autre vidéo. Le succès de cette pièce a propulsé Edouard dans le rôle d'agent de presse pour d'autres artistes et productions théâtrales. C'est à ce moment-là que sa carrière a vraiment explosé. Pendant ce temps, Edouard a produit aussi d'autres campagnes et des publications pour des artistes et des presses médiatiques. Mais franchement, il ne valait pas la peine qu'on en parle ici parce que ce dont on va parler par la suite, c'est du banger. On commence. The First World Wars, la Première Guerre mondiale. Je vais faire passer un petit texte juste pour que ça soit un peu stylé, vous voyez, non? C'est en 1914, camarades, la Première Guerre mondiale éclata en Europe. Cet événement marquant allait avoir une influence décisive sur Edward Bernays. À cette époque, l'opinion publique américaine était globalement favorable aux Alliés, mais peu de citoyens souhaitaient que les États-Unis s'impliquaient directement. Après tout, pourquoi j'irais mourir de l'autre côté du globe? Et la guerre ne présentait aucune menace immédiate. En 1916, le président Woodrow Wilson réemporta sa réélection en promettant de rester à l'écart de la guerre. Ici, vous pouviez voir une des raisons pour laquelle vous devriez voter pour lui. C'est bien marqué « Keep us out of war ». Il nous garde hors de la guerre. Ça, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Pourtant, en 1917, Wilson changea d'avis et déclara la guerre aux puissances centrales. La raison de ce revirement ne sont pas le sujet de cette vidéo, mais ce changement soudain créa une crise d'image pour le président. Après avoir longuement vanté sa capacité à éviter le conflit, il envoyait désormais des millions d'Américains combattre en Europe. Pour justifier ce revirement, bon, c'est pas pour justifier le revirement, c'est en quelque sorte pour rallier le public derrière l'effort de guerre. Il créa le CPI. L'objectif, inciter les Américains à s'enrôler dans l'armée et à investir dans les obligations de guerre. J'ai dit le CPI, pas le FBI, le CPI. Parmi les jeunes talents recrutés par le CPI, on retrouve un certain Edward Bernays. C'est un petit jeu auquel on va jouer. Pour chaque abonné, on va faire 2 pompes. Bon, c'est moi qui vais le faire. Pour chaque abonné, ça coûte 2 pompes. Et pour chaque commentaire, ça va coûter 1 pompe. Donc, à la fin du mois, on va totaliser tout. Pas à la fin du mois. Quand la vidéo sera sortie, un mois plus tard, on va totaliser le tout. On va voir combien d'abonnés j'ai et combien de commentaires j'ai reçus. Et on va faire les calculs. Si c'est 1000 pompes, on va faire 1000 pompes. Tout sera enregistré. Vous allez regarder. Vous allez spectaculer. Vous allez être le spectateur, en fait. Alors, commentez et abonnez-vous, mais ne vous abonnez pas trop, juste un tout petit peu. Le CPI simplifia son message à l'extrême, transformant la guerre en un combat épique entre le bien et le mal. Les Allemands étaient dépeints comme des monstres caricaturaux, tandis que l'effort américain était présenté comme une noble croisade pour la liberté et la démocratie. Des films de propagande exagéraient, voire inventaient les atrocités commises par l'armée allemande. Les affiches et les journaux régorgeaient de récits horrifiants, dont la véracité importait peu. Le but, c'était de convaincre que les Allemands, c'était les méchants. Les Allemands, c'est les méchants. Et nous, nous sommes les sauveurs, nous sommes les gentils. Donc, ils s'en foutent de la véracité. Le but, c'est de convaincre l'opinion. L'opinion, vous devez vous battre avec nous. Nous, nous sommes là. Nous sommes pour la patrie. Nous sommes pour le bien. Les Allemands, c'est le mal. Vous voyez? Okay. En quelques mois seulement, le CPI a transformé une population majoritairement isolationniste en fervent partisan de la guerre. Juste. Edward Bernays, qui joua un rôle clé dans la campagne de propagande, fut stupéfait. Lui-même, il fut étonné de l'efficacité. Cette expérience changeant sa vision du monde. Il conclut que la plupart des gens sont irrationnels, faciles à manipuler et incapables de prendre des décisions éclairées d'eux-mêmes. Voilà. Vous êtes facile à manipuler, vous êtes irrationnel, et vous êtes incapable de prendre des décisions par vous-même. C'est Edward Bernays qui l'a dit, c'est pas moi. Irrationnel, manipulable, incapable de prendre des décisions réfléchies par toi-même. En 1928, camarade Bernays publia un livre intitulé Propaganda, dans lequel il expliquait: la manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses est un élément important dans une société démocratique. Ce qui manipule ce mécanisme invisible de la société constitue un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir dans notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formés, nos goûts éduqués, nos idées suggérées, en grande partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. À la fin de la la Première Guerre mondiale, Edward Bernays se rendait compte que les mêmes techniques qu'il avait apprises pendant la guerre pouvaient être utilisées hors de la guerre ou dans le secteur industriel. Et c'est ce qu'il va pas tarder à faire.
Bernays a compris que sa véritable vocation en tant que maître manipulateur, c'était de vendre des produits. Bon, on dit qu'il n'avait aucun désir célèbre d'être célèbre, aucune ambition politique et donnait rarement des interviews publiques. Grâce à sa maîtrise de la propagande et à sa profonde compréhension de la psychologie humaine, il allait devenir l'un des hommes les plus influents du 19e siècle. L'un des premiers projets sur lequel Édouard a travaillé, c'est les textes de son oncle. Son oncle. Son oncle. On l'a étudié en terminale. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Son oncle, il parlait du toi, du moi et du ça. Je ne sais plus si je me rappelle bien de mes cours. En tout cas, du toi, du moi, du moi, du toi et du ça. Ah, on parle de Freud. C'est quoi Freud? Freud. Sigmund Freud. Ouais, Sigmund Freud. C'est l'oncle de Bernays. Ouais, l'oncle de Bernays. Quand ton oncle, c'est quelqu'un qui étudie la psychologie, ah ben, tu deviens un maître manipulateur. Donc, l'un des premiers projets sur lesquels Edouard Bernays a travaillé, c'est sur les écrits de son oncle. S'appuyant sur les découvertes de son oncle, il allait développer des techniques pour manipuler l'esprit humain de manière inconsciente. Dans son livre Propaganda, publié en 1928, Bernays disait: ce sont principalement les psychologues de l'école de Freud qui ont souligné que de nombreuses pensées et actions humaines sont des substituts compensatoires à des désirs qu'ils ont été contraints de réprimer. Une chose peut être désirée non pas pour sa valeur intrinsèque ou son utilité, mais parce qu'une personne a inconsciemment fini par la voir comme un symbole de quelque chose d'autre, le désir pour cette chose étant trop honteux pour qu'il l'admette à lui-même. Par exemple, un homme qui achète une voiture pourrait penser qu'il achète la voiture pour se déplacer ou pour faire des économies, mais non, non. Au fond de lui, il a acheté la voiture parce que c'est un signe de richesse, c'est un signe de statut, c'est un signe d'attirer plus de femmes. Mais il va pas dire ça. Si on lui demande pourquoi tu as acheté cette Ferrari ou bien cette Corolla, il va se dire, il va se dire que c'est pour se déplacer. C'est ça que Bernays parle, les désirs inconscients que nous cachons au plus profond de nous et nous faisons sortir que ce dont nous voulons faire sortir. Ouais. Freud a suggéré qu'il existe souvent une dissociation entre les pensées conscientes d'une personne et ses sentiments et désirs. Sans qu'il Ce que Freud suggère, c'est qu'il existe souvent une dissociation entre les pensées conscientes d'une personne et ses sentiments et désirs, qui ne correspondent pas à son image de soi et sont donc réprimés. Ce fait, Bernays l'a reconnu. Ce fait que Bernays a reconnu ce fait rend les humains manipulables. Cela implique que si l'on peut concevoir une propagande ou des opérations psychologiques qui contournent les facultés conscientes et rationnelles de l'individu en ciblant à la place des croyances et des comportements sans qu'il soit conscient des motivations sous-jacentes qui les poussent. Ce fait, comme Bernays l'a reconnu, rend les humains manipulables, car cela implique que si l'on peut concevoir une propagande ou des opérations psychologiques qui contournent les facultés conscientes et rationnelles de l'individu en ciblant à la place des émotions réprimées et les désirs cachés, il devient possible d'amener des humains à adopter des croyances et des comportements sans qu'ils soient conscients des motivations sous-jacentes qui les poussent. À cette époque, la deuxième révolution industrielle battait son plein gré. Les produits de consommation étaient fabriqués en quantité inimaginable. Les grandes entreprises avaient besoin de nouvelles stratégies pour écouler leur inventaire. Bernays a créé un cabinet de conseil pour aider les entreprises à développer leurs campagnes de marketing innovantes. Dans de nombreux cas, il n'a jamais changé la manière dont les Américains pensaient un truc. Prenons un exemple. Dans les années 1920, il était mal vu pour les femmes de fumer. C'était un comportement déchu, un comportement pour les prostituées. C'était mal vu, c'était réprimé par la société. Vous l'avez compris. Un peu comme se branler de nos jours. C'est mal vu par la société. Bon, les compagnies de vente de cigarettes voyaient cela comme un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont vite fait le calcul, ils ont vu que les femmes représentaient la moitié de la population. Ils rataient un marché équivalent à la moitié de la population. Ils ont dit, bon, il faudrait qu'on convainque les femmes à fumer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Bernays. Monsieur Bernays, nous aimerons augmenter nos ventes de cigarettes. Et nous voulons les commercialiser
aux femmes. Parce que nous avons fait notre calcul, monsieur, et les femmes, ça représente la moitié de la population. Et quand on fait les calculs, les femmes, quand ça représente la moitié de la population, et si on arrive à les vendre à la moitié de la population, on fait beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. OK. Donc, Bernays a fait son calcul. La compagnie a fait son calcul. On s'en fout, on s'en fout. On continue. OK. Je ne sais pas si c'est vérifié. En tout cas, la publicité, elle a existé. J'ai vérifié cela. Mais ce que j'arrivais pas à trouver, c'est est-ce que c'est vraiment Bernays qui a fait cette première tentative de vente aux femmes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit la cigarette, ça vous empêche de maigrir, de prendre du poids en fait. Pas de grosse. La campagne, ça s'appelait, traduction littérale, c'est pas de grosse. L'idée était de promouvoir la cigarette comme un substitut au repas. Alors, j'ai toujours du mal avec ce mot-là. Substitut. Substitut. Un substitut au repas pour éviter de prendre du poids. Ouais. Si vous voulez éviter de prendre du poids, ben... Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Les femmes voulaient toujours manger. Ouais. Donc, deuxième tentative. Il était temps de changer de cap. Bernays a changé de stratégie. Il a décidé, apparemment maintenant il a compris, maintenant il va vraiment suivre les cours de son oncle là, parce que sa première tentative, il n'a pas suivi de cours, il en a fait qu'à sa tête. Donc Bernays a changé de stratégie. Il a voulu transformer l'acte de fumer en un acte symbolique. Nous étions dans les années 1920, une époque marquée par la première vague de féministes. Ouais, les femmes réclamaient leurs droits, d'égalité entre l'homme et la femme. Nous sommes égaux. Me and you, we are egalitarian. Les femmes voulaient porter des pantalons. Même salaire, même salaire. C'était à ce moment-là que ça a commencé, les années 1920. Bernays a vu cela comme une opportunité. Écoutez, Bernays a compris qu'il ne s'agit pas de convaincre les femmes à fumer, mais de changer la perception publique. Désormais, une femme qui fumait devrait être aperçue comme une rebelle, une figure de lutte. Oh putain, une figure de lutte pour l'égalité. Ouais. Bernays a recruté des femmes, des modèles new-yorkaises, indépendantes et qui sont un peu contre le patriarcat, et leur proposé de participer à une parade de Pâques très médiatisée, où les femmes fumeraient de façon ostentatoire sous l'œil des journalistes. Lorsque les journalistes leur demandaient des commentaires, ils disaient que c'était des torches de la liberté et qu'il s'agissait d'une protestation contre la discrimination envers les femmes. Si un homme peut fumer en public, pourquoi une femme ne le pourrait pas? Pourquoi? Dites-nous, pourquoi? Si un homme peut le faire, nous pouvons fumer aussi. L'événement a vu une large couverture médiatique. Et Lucky Strike, la compagnie qui a engagé Bernays, s'est empressée de capitaliser sur ce mouvement. Dans ses campagnes publicitaires, le message était clair. Lucky Strike a fait sortir une affiche en disant « Un préjugé ancien a été supprimé. Et les femmes sont désormais libres de fumer en public sans ressentir de honte. » La campagne fut un immense succès. De centaines de milliers de femmes ont commencé à fumer, faisant exploser les ventes de Lucky Strike. Les participants de cette fameuse parade pensaient être des militants pour leurs droits. En réalité, ils étaient que des pions dans le jeu de manipulation de Bernays, qui était parfaitement orchestré pour servir les intérêts des entreprises. C'est du génie. Lorsqu'on s'identifie à un groupe, nous avons tendance à mettre de côté l'analyse de soi et la recherche rigoureuse de la vérité pour privilégier les intérêts et la cohésion du groupe. Sous l'influence de la psychologie de groupe, les facultés critiques sont affaiblies. Ça nous rend l'individu particulièrement vulnérable aux opérations psychologiques visant des désirs refoulés et inconscients. Donc, les dirigeants ont voulu les diviser. Et aujourd'hui, on est tellement divisé. On est divisé un peu partout. On est divisé en race, en ethnie, en couleur de peau, en religion, je sais pas moi. Ça, et toutes ces divisions-là fait qu'on a tous des concepts un peu différents d'un peu tout, de ça et de ça. Donc ça fait que on n'est plus capable d'avoir un débat réfléchi.
Tu dis quelque chose, ça a l'air rationnel, mais vu que l'autre croit à quelque chose d'autre, il va pas accepter. Bien sûr, il sait que c'est la vérité, mais lui, au plus profond de lui, il peut pas accepter cette vérité-là. Non. Donc le débat est inutile. Dale Carnegie disait d'éviter le débat parce que les débats se terminent toujours et chacun croit qu'il a plus raison à la fin du débat qu'au début du débat. Une petite pause, on recommence dans 1 minute. Comme je l'ai dit précédemment, le petit jeu, vous rappelez, pour chaque abonné, on va faire 2 pompes et pour chaque commentaire, 1 pompe. Si vous vous demandez qu'est-ce que vous pourriez écrire en commentaire, alors si vous êtes un mec, débrouillez-vous. Et si vous êtes une meuf, vous pouvez écrire quelque chose du genre «Je t'aime de tout mon cœur». Si je vous dis petit déjeuner américain, vous me dites quoi? Des œufs. Ouais, exactement, des œufs. Puis il y a quoi avec les œufs? Du bacon. Du bacon aussi, ouais. C'est pas du tout un petit déjeuner américain. Pas du tout, de près ou de loin. Par contre, Bernays, il a réussi à l'installer comme une nappe de base dans votre tête. Le petit déjeuner en Amérique, c'est les œufs et du bacon. Mais pourquoi les œufs? Vous allez me dire peut-être que les œufs, les poules, les pondent le matin, il y a toujours eu des approvisionnements d'œufs le matin. Mais le bacon, pourquoi le bacon? C'est délicieux. Peut-être à cause d'un certain Bernays. Qu'est-ce qu'on en sait? Ok. Dans les années 1920, la écoute, Benchnut Baking Company avait un problème. Ils avaient trop de bacon et ne pouvaient pas les vendre assez rapidement. Ils ont donc contacté Bernays pour trouver une solution. Ce qu'il a fait a changé la perception américaine sur ce qu'était le petit déjeuner. Le gars, il est arrivé, il a changé toute une perception. Tout. Ouais. À l'époque, la plupart des Américains ne prenaient pas le petit déjeuner comme ça. Et s'ils en prenaient, c'était un petit truc, quelque chose de léger ou le reste de la nourriture d'hier. Qu'est-ce que Bernays a fait? Il est arrivé, il est allé dans son équipe, il a vu un médecin dans son équipe, dans son petit cabinet, et il lui a posé une simple question. Entre un déjeuner consistant et un déjeuner léger, lequel serait mieux à prendre le matin? Le médecin lui a dit, le consistant est mieux, avec l'idée que quand tu manges quelque chose de consistant, après avoir passé toute une nuit sans manger, et que tu vas passer toute la matinée sans manger, tu as besoin d'énergie, tu as besoin d'apport calorifique pour tenir toute la journée. Voilà pourquoi il a pensé que le déjeuner consistant était mieux. Quand Bernays a pris cette note, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la même question à 5000 autres médecins, pas entre consistant et comment on appelle ça, et léger, lequel serait mieux. Et les médecins lui ont répondu, le consistant est mieux, avec la même idée dont j'ai énoncé précédemment. Boum! 4500 médecins disent que vous devez manger quelque chose de consistant le matin parce que c'est bon pour la santé. Affichez ça partout dans les journaux. Toute la population a vu. Vous devez manger quelque chose de consistant dans la matinée. Et il met quelque chose en bas. Quelque chose de consistant. Le bacon. Le bacon avec les œufs. Juste avec quelques phares, on va dans les titres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ventes de bacon ont explosé. Boum! Ils sont devenus millionnaires. Peut-être qu'ils l'étaient avant. En tout cas, ils ont fait plus d'argent. Ça, c'est tout ce que je sais. 4500 médecins sur 5000 s'accordent à dire qu'un déjeuner copieux est meilleur pour votre santé. Ça, c'est ce qui était écrit exactement. Rappelez-vous, il n'y a pas eu d'essais cliniques ni d'études rigoureuses à ce propos. C'est juste des questionnaires que Bernays a envoyés à certains médecins. On ne connaît pas les questionnaires, vous savez, c'est plus facile d'obtenir les réponses tant que l'on souhaite, vu que c'est nous qui avons rédigé le questionnaire. Et comme Bernays est là pour ses intérêts, il n'est pas là pour l'intérêt de votre santé, il n'est pas là pour vous. Bien sûr, il va structurer les questions d'une manière à ce que les réponses qui lui seront apportées lui soient favorables. Donc, les questions n'ont pas été envoyées à des nutritionnistes, ça a juste été envoyé à des gens lambda, des médecins. On ne sait même pas qui ils sont. Et il a reçu 4500 réponses favorables et il les a fait savoir au monde entier. 4500 médecins sur 5000 disent que vous devez manger quelque chose de copieux pour la santé. Et il a mis juste en bas, et il a proposé peut-être le bacon et les œufs. La plupart des gens n'ont ni le temps ni l'énergie pour remettre en question les affirmations qu'ils voient dans les publicités. Ils se fient aux experts. Cela donne aux médecins une autorité implicite, car les gens n'ont pas le temps et les moyens de remettre en question les recommandations. Les conséquences de
Cette manipulation sont durables. Les œufs et le bacon sont aujourd'hui des incontournables du petit déjeuner américain. Et juste pour clarifier, je ne dis pas qu'il a convaincu les gens de manger les œufs et le bacon. Non. Le bacon était déjà, c'est de la viande salée. Les gens allaient en manger de toute façon. Le génie était de les convaincre qu'il fallait le manger au petit déjeuner. Aujourd'hui, 70% de tout le bacon consommé aux États-Unis est consommé au petit déjeuner. Bernays n'a pas seulement vendu un produit, il a vendu une idée, qui est un déjeuner copieux, qui était la clé de la santé. L'UFC a vendu des bananes. Oui, l'UFC a vendu des bananes. Me direz-vous, comment ça l'UFC a vendu des bananes? Dana White a vendu des bananes? Non, pas Dana White. L'UFC, pas le United Fighting. L'UFC, qu'est-ce que ça veut dire encore là? Une minute. Ultimate Fighting Championship. Non, je ne parlais pas de cet UFC là. Je parle de United Fruit Company. Il y avait une UFC avant l'UFC de Dana White. Aujourd'hui connu sous le nom de Chiquita. En 1940, ils avaient un problème. Ils peinaient à vendre des bananes aux Américains. Donc ils sont venus voir notre homme, Bernays. Qu'est-ce que Bernays a fait? Classique. Donner des bananes aux célébrités. Il va les placer dans les films. Il va les associer à des figures publiques. Résultat, on veut une banane. On veut une banane. On veut une banane. Tout le monde voulait des bananes. C'est ouf, hein? C'est ouf. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. L'histoire qui va suivre, c'est l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est que l'impact de Bernays n'est pas seulement qu'aux États-Unis. Aucun pays n'a ressenti aussi fort Bernays que le Guatemala. C'est un petit pays en Amérique centrale. En 1950, le Guatemala élit un président appelé Jacobo Arbenz, qui, dans le cadre de sa réforme agraire, a proposé de forcer l'UFC. C'est ouf, hein? Proposé de forcer à vendre ces terres non cultivées au gouvernement, à un prix que l'UFC considérait en dessous du marché. Un prix trop bas, quoi. Ces terres devaient être redistribuées aux paysans locaux. Mais l'UFC ne l'a pas entendu. De cette oreille. Ils ont vu cette réforme comme une expropriation injuste et ont décidé que Arbenz devrait partir. Et qui ont-ils engagé pour y parvenir? Notre homme, Edward Bernays. Bernays a vu là une occasion en or. C'était en 1954, rappelez-vous, 1954. Ça vous dit quoi? Rien? Vous avez oublié tous vos cours du lycée, c'est ça? C'est pas grave, je suis là pour ça, je vais vous rappeler. 1954, c'est la première, non, c'est la guerre froide. La peur du communiste était omniprésente aux États-Unis. Donc Bernays a lancé une campagne de propagande où il dépeint le gouvernement Arbenz comme un régime communiste dangereux. Manipulant la peur de l'expansion du communisme soviétique. Il a même produit un film. Ah, vous regardez pas les films, hein? Les films, oui, les films, c'est juste un outil de propagande, ouais, ça c'est utilisé pour vous vendre des idées, pour vous changer la mentalité sur certains trucs. Vous savez qui est, comment on appelle, l'oncle? Non. En fait, il y a Bernays, il y a un gars qui est né après Bernays. Donc, lui, Bernays était son grand-père. Le fondateur de Netflix, c'est le grand-père de Bernays. Non, c'est pas comme ça. Il y a le fondateur de Netflix. Le fondateur de Netflix, son grand-père, ouais. Le fondateur de Netflix, son grand-père, et Edward Bernays, ouais. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mark Randolph. Une minute. Il s'appelle Mark Bernays Randolph, fondateur de Netflix. Quand je vous disais, les films, c'est un outil à propagande. C'est utilisé pour vous vendre des idées. Donc faites attention à quel film vous regardez. Regardez pas toutes sortes de films. Et soyez conscient que quand vous regardez un film, il y a probablement quelqu'un derrière, quelque part, qui essaie de vous vendre une idée, une opinion, une façon de voir le monde. Alors, be aware, comme le disait, qui le disait?
Celui qui est musclé, qui fait le grand écart là. Comment ça, j'oublie son nom? Van Damme. Van Damme. Be aware. Alors, il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois. C'est un exemple. Je suis aware. Et ça, pourquoi? Et les gens disent, tiens, c'est un mec qui est. Disait, il a produit un film intitulé Pourquoi le Kremlin déteste les bananes. Bernays a payé des journalistes américains influents pour se rendre au Guatemala, leur a présenté des opposants politiques d'Arbenz et a dépeint le président comme un extrémiste susceptible de permettre l'implantation des missiles soviétiques dans le pays. En réalité, Arbenz n'avait aucun lien avec les soviets et n'était pas communiste. Mais cela n'a pas empêché Bernays à contrôler totalement le récit. C'est lui qui raconte, il peut dire ce qu'il veut. Un peu comme moi, je vous raconte l'histoire d'Edouard Bernays. Je peux vous faire croire ce que je veux sur Bernays. N'écoutez pas tout ce que je dis, ne croyez pas à tout ce que je dis. Hein. Ne croyez pas à ce que quelqu'un sur Internet vous raconte. Hein. Je vous le dis, hein. Je fais semblant d'être gentil parfois. Ah, tu es dans le côté où tu fais semblant d'être gentil, c'est plus facile. Vous avez compris. La campagne de Bernays eut un impact colossal. En 1954, la CIA a orchestré un coup d'État pour renverser le président Arbenz, pour le remplaçant par Castillo Armas, un président de droite qui a annulé les réformes agraires. Ce coup d'État n'aurait probablement pas eu lieu sans l'implication d'Edouard Bernays. Avec l'intervention de Bernays, personne aux États-Unis, avant l'intervention de Bernays, personne aux États-Unis ne prêtait attention au pays qui est le Guatemala. Mais grâce à sa campagne, il a réussi à manipuler l'opinion publique américaine, à convaincre l'administration d'Eisenhower qu'Arbenz était une menace communiste. Ce fut un exemple de l'immense pouvoir de Bernays, capable de manipuler les récits et d'exploiter la peur pour renverser un gouvernement entier. L'affaire du Guatemala montre l'ampleur de l'influence de Bernays. En influençant les perceptions, en exploitant leur peur, il a réussi à renverser des gouvernements, un maître dans l'art de la propagande ou des relations publiques. Parce que à un moment donné, il y a eu le problème de propagande. C'était mal vu. Propagande. Je suis un propagandiste. C'est mal vu. C'est comme si on te disait, c'est un manipulateur. Vous voyez, c'est mal vu actuellement. Donc, quand ça a eu cet impact, Bernays a dit relations publiques. Relations publiques. Vous voyez comment ça sonne, sounds good, comment ça sonne bien. Relations publiques. Bernays a prouvé que les plus petites actions de manipulation peuvent avoir des répercussions géopolitiques désormais. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini.